La Russie de Vladimir Poutine mène de longue date une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre hybride sous les radars, cherchant à miner de l'intérieur les démocraties européennes. Telle est donc la démonstration livrée à l'instant par ce documentaire. Nous allons y revenir maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc. Laure Paulet est avec nous pour commencer. Bienvenue à vous, Laure Paulet. Vous êtes donc la co-réalisatrice de ce film, de cette enquête, avec votre confrère Christophe Barrère, et vous êtes journaliste, réalisatrice indépendante, notamment et souvent pour l'agence CAPA, c'était le cas en tout cas pour le film que nous venons de voir. Maxime Audinet est également avec nous. Bienvenue à vous, Maxime Audinet. Vous êtes chercheur au sein de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et spécialiste des acteurs et des pratiques de l'influence informationnelle de la Russie. On vous doit un média d'influence d'État. Enquête sur la chaîne russe RT, publiée aux éditions INA. Et puis enfin avec nous, Cyril Gélipter. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur en histoire des relations internationales et de l'Europe, expert du renseignement russe, un domaine sur lequel vous travaillez depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. On va parler de ce travail, de cette enquête. Tout ça paraît facile lorsqu'on voit un film tel que celui-là. D'abord, ce film tenait initialement en 2 documentaires, en 2 fois 45 minutes. Nous avons présenté dans cette émission Débat-Doc à l'instant un documentaire de 52 minutes. Combien de temps, d'années de travail, de mois de tournage pour réaliser le film que nous venons de voir ? Effectivement, ce documentaire, c'est à peu près 2 années de travail et un tournage qui s'étend sur 6 mois. L'idée au départ, c'est que je travaillais sur les réseaux d'influence de Vladimir Poutine en France au départ, qui sont des réseaux qui sont maintenant plus ou moins connus. C'était au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Ça passait par des relais, des partis politiques, des hommes politiques, le dialogue franco-russe, des choses comme ça. Et puis en fait, au fur et à mesure de cette enquête, je me suis rendu compte la stratégie était en train d'évoluer et que le Kremlin essayer de faire de chacun de nous en fait un relais d'influence sans que nous nous en rendions compte, en nous mettant dans la tête des messages qui étaient en fait au service de sa politique internationale. Et ça, c'est totalement effrayant puisque ça passe par nous, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce que nous pouvons croire sans vraiment vérifier. Et au final, le Kremlin, comme ça, s'immisce dans nos démocraties à travers nos esprits individuellement. Le marqueur, c'est vraiment 2014, c'est la première guerre du Donbass, c'est l'invasion de la Crimée. Tout part de là, cette évolution que vous avez pu constater à l'intérieur de cette enquête. Alors 2014, c'est certainement une césure, même si on a mis du temps en fait à le voir, parce qu'on n'a pas forcément réalisé à ce moment-là le basculement du monde que ça représentait. Mais en fait, cette politique d'intoxication des esprits, elle est aussi ancienne dans le système russe. Elle date même de l'ère évidemment soviétique. On connaît tous ces films d'espionnage. Déjà, on faisait de l'intoxication. Donc c'est une culture ancienne, mais qui est renouvelée et relancée, reprise à son compte par Vladimir Poutine aujourd'hui, pour déstabiliser de manière insidieuse, non pas vraiment pas frontale, au contraire, mais insidieuse, les alliés de l'Ukraine dans sa guerre contre l'Ukraine. Est-ce que vous êtes senti menacé à un moment ou à un autre à l'occasion de ce reportage? Quand on travaille en France, on a la chance d'être en sécurité. Quand on travaille en Slovaquie, quand on va en Moldavie, c'est plus risqué. C'est ça, quand on discute avec des journalistes qui travaillent en Slovaquie, la situation est très tendue. En Moldavie, le système médiatique est complètement traversé par des intérêts qui peuvent être même financièrement très liés à la Russie. Donc pour des journalistes qui travaillent dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus difficile. La fixeuse, par exemple, une des fixeuses avec qui on a travaillé en Moldavie ne souhaitait pas apparaître quand on faisait les interviews avec elle. Elle ne donnait pas son vrai nom parce qu'elle ne voulait pas être associée à notre travail là-bas. Et pour sortir vos images de Moldavie, par exemple, pour reprendre cet exemple, les choses ont été relativement simples ou là aussi il faut utiliser des astuces particulières? Le gouvernement moldave, pour le coup, est complètement pro-européen et justement se débat contre ces ingérences russes. Donc, de manière institutionnelle, il n'y a aucun problème. C'est plus sur le terrain que ça peut être plus compliqué. Je vous dis, pour les journalistes là-bas, les journalistes locaux, qui peuvent être soumis à des pressions, des intimidations ou des problématiques comme telles. Mais en tout cas, nous, on n'a pas eu de problème avec les institutions moldaves puisqu'elles sont elles-mêmes en train d'essayer de sortir le pays de sa sphère d'influence russe.
Alors, vous venez d'aborder rapidement le sujet, mais j'ai vu dans une de vos interviews consacrées au sujet, autrement dit la déstabilisation, la désinformation orchestrée par la Russie, vous dites ce n'est aucunement une pratique nouvelle, je dirais même qu'elle est systémique. Bon, vous avez effleuré le sujet. C'est pas nouveau en réalité, tout ça du côté russe. C'est ce que vous avez voulu dire dans ces propos? Disons qu'il y a en effet en Russie, et puis avant en Union soviétique, et puis même on peut remonter jusqu'à la période impériale, une culture de cette facette corrosive, subversive de l'influence. Je dirais même que c'est une composante déterminante de la politique étrangère, à la fois de l'URSS et puis de la Russie. Et on voit bien, on peut penser par exemple évidemment au KGB, à ce qu'on appelait les mesures actives, qui étaient aussi ces opérations de déstabilisation, dont certaines actions qu'on voit aujourd'hui finalement sont des répliques, y compris d'ailleurs. Il y a un relent de guerre froide quelque part dans ce qu'on a vu en tout cas, dans ce type d'action, non? En tout cas, voilà, on peut voir des modes opératoires qui rappellent certains éléments. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sont évidemment des acteurs qui s'adaptent. D'ailleurs, cet écosystème d'influence russe a une très forte capacité d'adaptation en fonction des publics ciblés, en fonction des nouvelles technologies, et en particulier évidemment le numérique ou l'intelligence artificielle qui apparaissent et qui peuvent être mobilisés par ces acteurs. Mais on a malgré tout une sorte de fil rouge qui effectivement a commencé à être restauré à partir du milieu des années 2000, à un moment où la Russie souhaite améliorer son image sur la scène internationale, mais qui effectivement à partir de 2014 va prendre un tournant beaucoup plus corrosif, avec je dirais une pratique beaucoup plus négative de l'influence, qui va consister essentiellement à dénigrer ce que les Russes appellent l'Occident collectif. Qui tire les ficelles du côté russe? Évidemment, la question que tout le monde se pose après avoir vu ce film, surtout ceux qui ne connaissent moins bien le sujet que vous. Qui tire les ficelles du côté russe? Alors, l'État reste l'acteur déterminant de cet écosystème d'influence russe. L'État. Donc voilà, donc vous avez en particulier l'administration présidentielle russe qui joue, donc au Kremlin, qui joue un rôle déterminant. Vous avez des médias d'État, on pense par exemple à Russia Today et Sputnik. Vous avez des unités en charge de l'influence au sein des services de renseignement. Vous avez l'appareil diplomatique russe, donc ça c'est l'appareil étatique. Mais vous avez aussi une autre facette de l'influence qui est essentielle pour comprendre comment fonctionne l'influence russe, qui sont ce qu'on peut appeler des entrepreneurs d'influence, finalement des acteurs non officiels qui ont une proximité avec l'État, mais qui ne sont pas des acteurs étatiques et qui s'inscrivent dans une logique, j'allais dire, de business, une logique économique avec un véritable marché de la désinformation qui s'est structuré en Russie et qui d'ailleurs s'exporte aussi à l'étranger, et par lesquels ces acteurs vont chercher à capter des flux financiers, qui parfois d'ailleurs viennent de l'État, pour mener des opérations d'influence et de désinformation à la place du Kremlin. Et ça, c'était le cas de Wagner, par exemple. C'était le cas d'Yevgeny Prigojine, voilà, le fondateur de Wagner. C'est le cas d'autres acteurs. D'accord. Mais dernière catégorie qui est aussi essentielle, ce sont des acteurs étrangers, ce qu'on appelle nous des acteurs tiers étrangers, qui dans les pays ciblés, pour des raisons qui peuvent être lucratives, économiques, militantes, idéologiques, vont finalement coopérer avec les acteurs russes pour pouvoir propager en fait les récits, les contenus, la propagande de la Russie. Et ça c'est essentiel. Les acteurs russes travaillent énormément ces écosystèmes étrangers parce qu'ils savent très bien qu'en s'appuyant sur ces tremplins, ils vont pouvoir rendre cette influence beaucoup plus efficace et peut-être plus crédible auprès justement des audiences qui vont être ciblées. Juste sur les acteurs tiers que vous avez évoqués tout à l'heure, autrement dit en France aujourd'hui, il y a des acteurs qui roulent pour les actions de déstabilisation et de désinformation côté russe? En tout cas, je vois des personnes qui reprennent leur narratif, mais là où c'est quand même un peu compliqué, je ne sais pas si elles sont payées, je pense que vous avez des personnes qui sincèrement vont reprendre le narratif russe parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le narratif qu'il y a chez nous, parce qu'ils se sentent plus proches du narratif que diffuse le Kremlin. Alors je ne sais pas trop par quel canal. Ce n'est pas forcément facile de démontrer qu'elle serait payée. Ça peut être. Vous pouvez avoir cette naïveté aussi. Peut-être que Maxime, tu as peut-être rajouter quelque chose. En fait, il faut comprendre, c'est une catégorie d'acteurs qui. Il peut y avoir des logiques lucratives.
Je pense par exemple à un acteur connu en Afrique subsaharienne qui est Kémy Séba, qui était un influenceur dit panafricaniste et dont on sait qu'il a été payé à hauteur de plus de 400 000 $ par Yevgeny Prigojine au moment où Wagner souhaite légitimer sa présence en Afrique subsaharienne. Donc il s'appuie sur ce type d'influenceurs. Mais vous avez aussi, et à mon avis c'est ça qui est plus intéressant, vous avez des formes de convergence idéologique, des convergences politiques, c'est-à-dire qu'on sait bien que les positions défendues par la Russie sur la scène internationale, par exemple l'idée d'une critique de l'ordre international dominé par les institutions occidentale, la défense des souverainetés, la défense du conservatisme, l'opposition au néocolonialisme en Afrique. Donc toutes ces creusets, ces répertoires idéologiques qui sont sur lesquels que le Kremlin cherche à amplifier, ce sont des répertoires qui sont déjà présents dans les sociétés ciblées. Et c'est à ce titre précisément que les acteurs russes cherchent à les amplifier. Et donc ils trouvent des relais qui partagent les mêmes idées et qui du coup peuvent à un moment considérer que s'appuyer sur l'aide de la Russie, ça peut être bénéfique pour promouvoir aussi leurs idées. On va voir un extrait du film, revoir un extrait. Il est question de l'opération Doppelganger. Regardez. 6 mois après les étoiles de David, sur le mémorial de la Shoah à Paris, ces peintures de mains rouges. Et puis, au pied de la tour Eiffel, des cercueils avec cette légende, soldats français de l'Ukraine. 3 personnes d'origine moldave ont été placées en garde à vue. Ils seront suivis de ces tags reprenant le même motif. À chaque fois, des mises en scène conçues pour être relayées par les chaînes d'infos en continu et pour envahir les réseaux sociaux, où des centaines de faux comptes les amplifient. Cette arme de désinformation massive porte un nom. Doppelganger. Doppelganger, parlez-nous de cette opération, parce que là on rentre très concrètement dans les systèmes de désinformation utilisés côté russe. Oui, alors ce sont des contenus qui sont mis en ligne, qui ressemblent, alors en l'occurrence cette opération-là est très spécifique parce c'était des copies des vrais journaux, donc Le Monde, la Zeit en Allemagne, qui étaient donc exactement comme les pages web de ces journaux, sauf que le contenu était complètement faux, mais tout l'environnement autour était redoutablement bien copié, au point que c'était très difficile de discerner quel était l'article qui émanait vraiment du Monde et quel était l'article qui émanait des services russes. Et donc c'est des articles qui ont comme ça été délivrés en masse, de manière absolument massive, quotidiennement depuis le début de la guerre, de l'invasion en Ukraine, sur 2022, donc février 2022. C'est une opération longue, c'est une opération sur laquelle notamment le Washington Post a eu accès à des documents sur les coulisses de cette opération. En fait, c'est une opération qui a été organisée par un de ces entrepreneurs dont parlait Maxime, une agence qui s'appelle la Social Design Agency, qui est une entreprise privée dont le Washington Post, en tout cas, établit qu'ils prenaient certainement leurs ordres au Kremlin, mais en tout cas, c'est une entreprise privée. Donc, c'est un immeuble à Moscou où des gens travaillent tous les jours à créer ces fausses pages. Ils font des comptes rendus, ils font des PowerPoint pour présenter leurs résultats en termes d'audience, en termes de succès de leur publication, etc. Donc, c'est vraiment une entreprise de désinformation établie. Et au début de l'année 2024, on a appris que, par exemple, sur l'année 2023, le Kremlin avait mis 1 milliard, l'équivalent d'1 milliard de dollars ou d'euros, enfin en tout cas 1 milliard de grosses sommes pour financer ce genre de projet. Donc c'est vraiment devenu une industrie en Russie. Oui, tout à fait. On est face vraiment à une société qui a obtenu, même via parfois c'est des contrats publics, de l'argent de l'administration présidentielle russe, et en particulier un personnage important qui s'appelle Sergei Kirienko, qui est le premier directeur adjoint de l'administration présidentielle, qui avant, et d'ailleurs c'est pas anodin, s'occupait plutôt de la politique intérieure et notamment de ce qu'on appelle en Russie les technologies politiques, c'est-à-dire en fait les moyens de communication et de propagande qui vont être utilisés en période électorale pour maintenir finalement le régime à travers différentes initiatives. Et désormais, le but est aussi de cibler des audiences à l'étranger, notamment en Europe, et cette opération Doppelganger en est un bon exemple puisqu'elle a touché tout un certain nombre de pays avec des financements importants. J'attire aussi votre attention sur un aspect, c'est que on est face justement à des acteurs qui sont des entrepreneurs, il faut toujours le rappeler, et qui donc
ont, et c'est exactement ce que vient de dire Laure, c'est ce qu'ont montré les fuites de données de cette société, à travers notamment des documents comptables très quantitatifs qui vont être produits pour justement justifier ce que fait cette société à l'étranger, et qui visent en fait à pérenniser les financements obtenus via l'État. Et c'est là qu'il faut être très vigilant quand on parle de ces acteurs, c'est que en fait, ce sont des acteurs qui comptent sur le fait que nous, en Occident, nous parlions d'eux. Ilya Gambashidze, qui est à la tête de cette société, il n'attend que ça, justement. Et d'ailleurs, quand on parle de lui, il s'en vante. Et peut-être qu'un jour, vous verrez qu'il va reprendre notre émission avec votre visage et dire, regardez, on a parlé de moi sur telle ou telle chaîne, etc. En tout cas, ça a déjà été fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant lorsqu'on parle de ces acteurs, parce qu'on peut leur faire parfois une pub un petit peu malgré nous. Alors, on a parlé de cette opération dans le film. Il y a une autre opération qui fait beaucoup parler d'elle, c'est Storm 1516. Oui. Vous pouvez nous en dire 2 mots? On est sur le même principe? C'est toujours les mêmes principes. En fait, c'est ça qui est assez flagrant avec le Kremlin, c'est que les schémas sont toujours un peu identiques. À savoir qu'il s'agit d'appuyer sur les points faibles pour essayer de déstabiliser. Vous avez eu, par exemple, les pochoirs bleus, les mains rouges, les cercueils sous la Tour Eiffel, ou bien les attaques informationnelles, les faux sites. Ils se sont adaptés aux nouvelles technologies. Ils ont même recruté des personnes qui avaient fait leurs études universitaires, par exemple, aux États-Unis, qui avaient étudié dans la communication, pour mettre tout ça au point, pour faire des mèmes, les faux sites, etc., etc. Et donc, pour revenir à votre question sur Storm 1516, on est là encore face à un personnage qui s'appelle John Mark Dougan, qui est un citoyen américain qui vit en Russie aujourd'hui, à Moscou. Voilà, qui est l'exemple même de l'entrepreneur de désinformation. Il pilote vraisemblablement depuis chez lui, ou en tout cas évidemment avec un soutien financier, il produit des faux sites avec des faux contenus, en utilisant d'ailleurs massivement l'intelligence artificielle. Et il se vante lui aussi encore du fait qu'on parle beaucoup de lui, notamment aux États-Unis. Il a été sanctionné par différents acteurs. Et c'est typiquement un personnage qui est à la fois un acteur tiers, étranger, mais qui, lui, va vraiment se mettre au service de l'agenda officiel de l'État russe, en obtenant évidemment des financements importants pour le faire. Alors, ces acteurs, vous n'avez pas été à Moscou rencontrer ce personnage, par exemple. On a demandé, en fait. On lui a demandé. Shérif américain. Non, alors, on avait demandé, à ce moment-là, il n'était pas encore connu, ce shérif américain. À ce moment-là, nous, on avait effectivement demandé à M. Gambashidze, donc le patron de la Social Design Agency. On l'a contacté via des personnes qui travaillent avec nous en Russie. Il a toujours refusé les interviews. Ce qui est dommage, parce que ça aurait été intéressant de savoir quelle était sa vision de l'Europe et de la démocratie européenne, puisque la désinformation, c'est quand même un poison absolument fatal, très, très redoutable pour une démocratie comme la nôtre, où les gens sont censés être bien informés pour pouvoir ensuite faire des bons choix électoraux. Voilà. Et c'est exactement là-dessus qu'il joue de manière permanente, puisque depuis cette opération Doppelganger, effectivement, il y a eu l'opération Storm 1516, qui a notamment beaucoup abîmé les élections très récentes en Allemagne. On a retrouvé des gens qui faisaient des faux sabotages de voitures, c'est-à-dire qui venaient saboter les pots d'échappement en disant « vous n'êtes pas assez écolo ». Et en fait, c'était des opérations d'intoxication, c'était des gens qui étaient payés pour faire ça, c'est pas du tout un mouvement sincère, et voilà, c'était des gens qui étaient payés par les services russes ou liés aux services russes pour ensuite faire monter l'anti-écologie en Allemagne au moment des élections. Donc ça a ensuite des impacts extrêmement concrets, réels, presque directs sur les urnes, quand des choses comme ça font les titres et qu'on voit. Donc voilà, c'est pour ça que ces gens-là, on aurait bien aimé les interviewer, mais on n'a pas réussi à avoir d'interview, malheureusement. La France n'est pas la seule cible. Quand on regarde un peu le dossier, il semblerait-il que ce soit les anciens pays d'Europe de l'Est qui sont les principales cibles de ces opérations menées par les Russes. Pourquoi ? Parce que vous avez une bataille souterraine depuis plusieurs années entre l'Union européenne d'une part et la Russie d'autre part pour l'influence sur ces pays. Exemple type, la Moldavie. Les Russes. Donc, je vous donne un exemple concret. Slovaquie aussi, qui fait partie de l'Union européenne. République tchèque, Bulgarie, j'ai vu ces noms. Moldavie, on l'a vu dans ce film. Ouais. Et pour la Moldavie, je vais vous donner un exemple type de la bataille souterraine auquel j'assiste. Un jour, un journaliste russe exilé a publié un article sur les services secrets russes en Moldavie. Le lendemain, plus de 40 officiers du renseignement russe se font expulser.
Ça, c'est hors la présence des services américains sur place. Quand vous regardez la liste de l'ambassade, bon, c'est assez présent. Et vous avez toute cette bataille entre les Russes qui essayent de pousser la patronne de la région de Gagaouzie, plus certains de ses amis, contre la présidente, l'actuelle présidente, dans le cadre aussi du référendum, si la Moldavie doit ou non adhérer à l'Union européenne, etc., etc. Donc ce sont les méthodes. Alors moi, je pense surtout à la Moldavie en premier. Vous nous faites découvrir l'agence Viginum. Ça fait partie des nouveaux dispositifs mis en place par la France. Et là, c'est une agence d'État, finalement, dont vraiment le rôle, l'objectif, consiste justement à identifier ces formes de désinformation, lutter contre ces formes de désinformation. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette structure? Elle est toute nouvelle. Elle comprend combien de personnes? Et est-ce qu'elle a déjà attesté de son efficacité? Oui, alors Viginum, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que pour un État démocratique comme la France, on ne peut pas faire de censure sur des messages ou on ne peut pas intervenir directement dans le débat en disant, en censurant certains articles, etc. Ça, c'est absolument inenvisageable. Donc, la façon dont l'État français a pensé sa réponse, c'est de pouvoir alerter en disant tel contenu est en fait non sincère. Ça n'est pas l'acteur ça n'est pas par exemple Le Monde qui vous parle. C'est en fait un faux nez. Derrière, il y a un acteur étranger. C'est une ingérence étrangère. Et donc, Viginum est spécialisé sur les ingérences numériques étrangères. C'est exactement sa mission, c'est d'aller dire au public, attention, là, en fait, mettez-vous en alerte, le contenu que vous lisez est complètement faux. Et c'est cette agence, d'ailleurs, qui a alerté sur la fameuse opération Storm 1516 dont on a parlé alors cette agence, en fait, elle est totalement précurseur en Europe, parce que les autres États européens, aujourd'hui, se rendent bien compte qu'ils ont bien du mal à répondre. L'Allemagne, dans des dernières élections, a vraiment eu très peur et a demandé des conseils, d'ailleurs, à cette agence pour essayer de répondre. C'est une agence aujourd'hui qui a grossi, qui compte une soixantaine d'agents, d'analystes, qui regardent en permanence ce qui passe sur nos réseaux sociaux et qui essayent de remonter ensuite sur des contenus qui leur paraîtraient douteux, d'aller voir l'origine et de pouvoir remonter, parce qu'en fait l'idée c'est de tracer et de remonter à l'agent étranger, pour prouver et établir que tel ou tel contenu n'a rien à faire là en fait. Donc traçage. Analyse d'abord, analyse, ensuite traçage, oui, de manière. Ce sont sur des traces, ils travaillent uniquement sur des traces numériques. Ce n'est pas une agence de renseignement. C'est une agence qui fait de la recherche en source ouverte. Donc c'est que de l'analyse de ce qui se passe sur le web en fait. Alors les Américains ont aussi une organisation assez proche, une agence d'État, j'ai son nom là. Et puis il y a du côté de l'Union européenne, LIST Stratcom Task Force qui s'est mise en place. Puis du côté des Royaumes-Unis, une autre agence, c'est National Security Communication Team. Les choses évoluent et la France est-elle en pointe avec cette agence créée en 2021, je crois? Oui, vous avez même, on peut citer aussi l'agence de défense psychologique suédoise, par exemple, qui est souvent citée aux côtés de Viginum comme étant vraiment en pointe sur ce sujet justement de la lutte contre les ingérences étrangères en Europe. Oui, effectivement, on voit bien que, en fait, le vrai point de départ, ça a été les ingérences dans les élections américaines de 2016. Russes. À ce moment-là, tout le monde est pris de sidération, personne n'est véritablement préparé, et progressivement, on a eu les Macron Leaks par exemple en 2017, on a vu que les sociétés européennes ont hissé cet enjeu des ingérences étrangères en problème de sécurité, l'ont considéré comme une menace et donc ont adopté un certain nombre de politiques publiques pour y répondre. Et la France en effet est en pointe, et je voulais simplement signifier que... Attendez, juste une chose, parce qu'on parle de traçage, évidemment. Le traçage, c'est une chose, mais enfin, une fois qu'on a tracé les acteurs, il faut peut-être essayer d'arriver à les éliminer. Alors justement, j'allais vous répondre sur ça, c'est que depuis maintenant 2 ou 3 ans, la France a rétabli ce qu'on appelle dans les doctrines une stratégie nationale d'influence. L'influence a été hissée, comme on dit, en fonction stratégique dans la dernière revue de sécurité nationale, qui est la doctrine française qui définit les grandes orientations stratégiques et de sécurité de la France. Donc c'est vraiment un document déterminant. Et dans ce contexte, vous avez effectivement la création de Viginum pour le volet défensif, mais vous avez aussi, au sein notamment du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Armées, des entités qui ont été
été créé pour, en coordination d'ailleurs avec Viginum, pour justement agir dans ce domaine de l'espace informationnel, y compris parfois de manière plus offensive. Ça a été notamment le cas au moment de la confrontation qu'il y a eu entre Wagner et l'armée française au Sahel, par exemple. Alors, il y a une règle d'or, semble-t-il, c'est à propagande, appelons ça comme ça, il ne faut pas mettre en face de la contre-propagande. Ça, c'est une règle d'or, semble-t-il. Il s'agit, si nous sommes victimes de désinformation, ce n'est pas pour autant que nous devons mettre en place des systèmes de désinformation chez ceux qui pratiquent ces désinformations. Absolument. On en revient à votre première question sur le fait que la Russie, comme un certain nombre d'États autoritaires, peuvent faire un usage qui est systémique et désinhibé du mensonge et de la désinformation. Dans le cas d'une démocratie libérale, c'est évidemment pas possible pour plein de raisons. Si vous vous mettez à mentir constamment, si vous mettez à désinformer, non seulement ça pose évidemment des problèmes éthiques qui sont différents en démocratie libérale, mais c'est surtout que vous engagez votre responsabilité ensuite, ce qui n'est pas le cas. Poutine, Prigojine sont des gens qui peuvent mentir à longueur de journée. Il ne va rien leur arriver à la fin. Si vous avez une entité aujourd'hui qui propose de la désinformation, j'allais dire systémique en France, et que c'est révélé par exemple par la presse, eh bien évidemment on peut imaginer que ça ne tiendra pas très longtemps. Donc il y a effectivement une éthique de la lutte informationnelle, comme on dit, qui est beaucoup plus importante en France que dans d'autres pays comme la Russie. Et ça a l'air vrai du côté occidental, d'une manière un peu plus générale. Simplement, il nous reste 3 minutes. Oui. Où est-ce qu'il faut s'attendre à voir les Russes demain tenter d'autres opérations de déstabilisation vis-à-vis de la France? Les Comores, me dites-vous? Pourquoi? Oui, les Comores. Petit rappel. Donc, en mars, les Russes ont annoncé qu'ils ouvrent une ambassade aux Comores. Avant, c'était suivi depuis leur ambassade à Madagascar. Vous dites relations diplomatiques. Fort bien. Sauf que, en décembre dernier, vous aviez un arrêté du gouvernement russe sur proposition du ministère russe des Affaires étrangères avec accord du SVR, du FSB, du ministère de la Défense, est prévue la signature d'un mémorandum de coopération avec les Comores sur la sécurité informationnelle. Terme qui recoupe, entre autres, tout ce qui concerne le cyber, des informations, etc. etc. Ajoutez-y que les Comores commencent doucement à travailler sur le sujet du hacking. Ils ont fait un hackathon en 2024, c'est encore récent, mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est une simulation de hacking. Voilà. C'est ça. Ouais. 2 autres points. Primo, ils vont participer à un événement qui aura lieu fin juin à Paris, le Hack 2025, les Comores donc, qui inclut des visites, y compris à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, à ma grande surprise, mais aussi le campus cyber. Et je rappellerai juste, donc les Russes aident potentiellement, ou vont aider les Comores à faire de l'attaque cyber, donc ça c'est le problème de Mayotte. Et je voudrais juste rappeler une dernière chose. Le 6 juin dernier, le ministre des Comores, aux questions du numérique, a déclaré ouvertement « Nous n'avons pas les moyens d'envoyer des Comoréens en Russie, mais si les Russes veulent envoyer des spécialistes chez nous pour les former, avec plaisir. » S'il fallait réactualiser un tant soit peu le film que nous venons de voir, l'actualiser un tant soit peu, j'imagine que ce sujet vous intéresse toujours. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter au film que nous avez offert dans cette émission aujourd'hui? Mais malheureusement, les opérations, elles se suivent et se ressemblent. Il n'y a pas très longtemps, on a eu de la peinture verte sur une synagogue. Alors, elles se suivent, elles se ressemblent, et on a l'impression que ça augmente. Oui, ça s'accélère. Plus on avance dans le temps, plus il y en a. Ça s'accélère. Et puis elles sont de plus en plus commentées aussi. C'est vrai qu'on est... Et ça, c'est tant mieux, je pense, au niveau collectif, qu'on soit de plus en plus vigilant et que maintenant, quand on entend une information, parfois on se dit peut-être que là, il y a une manipulation. Effectivement, l'affaire malheureusement de la dégradation de monuments juifs à Paris, donc avec de la peinture verte il n'y a pas très longtemps, en fait, elle était certainement opérée par des ressortissants serbes, eux-mêmes, aux ordres des services russes. Vous demandiez s'il y a des acteurs russes aujourd'hui. Il n'y a pas d'acteurs russes aujourd'hui qui agit en France. Tous ces réseaux-là d'influence ont été démantelés, notamment au moment de l'expulsion massive d'agents russes au début de l'invasion. Quelques 250 agents. Oui, mais aujourd'hui, on assiste à ce qui ressemble presque à une ubérisation de ces opérations, c'est-à-dire qu'on l'a vu effectivement avec les Moldaves dans le film qui sont venus vers ces pochoirs de croix de David, d'étoiles de David, mais là, c'était des ressortissants serbes et demain, ce sera certainement encore plus inventif. Donc ça devient très diffus, très difficile à contrer. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant sur tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. Il ne faut pas devenir paranoïaque, mais juste vigilant.
Alors, ce sera vraiment le mot de la fin, hein. Vraiment. Hein. Rebondir je suis désolé. Hein. Pour rebondir sur cet aspect, je pense qu'il est important aussi, c'est que ces opérations, précisément, nous disent aussi autre chose, qui est la vulnérabilité de nos propres écosystèmes médiatiques face à ce phénomène des ingérences. On a vu, notamment au moment des Étoiles de David, à quel point un certain nombre de chaînes d'infos en continu ont surréagi par rapport à ce phénomène avant même qu'il soit débunké et qu'on apprenne qu'il s'agissait en fait vraisemblablement d'un service du FSB, le 5e service. Et au moment des peintures vertes, on a revu ce phénomène revenir, alors même qu'on pourrait se dire on va finir par être vacciné et comprendre qu'en fait il faut être très méfiant quand on a ce genre de choses. Donc peut-être qu'à un moment ça finira par payer, mais il faut rester vigilant sur, y compris nos chaînes d'information sur ce type de phénomène. Vigilance, c'est le mot-clé, hein. Vous l'avez prononcé tous les deux, je crois que vous êtes d'accord, je vous ai vu attester. Vigilance absolue, hein, sur les informations qui peuvent être diffusées et qui pourraient avoir un lien évidemment avec tout ce que nous avons eu l'occasion de dire sur ce plateau après votre documentaire, votre formidable enquête, hein, parce que c'est beaucoup de travail, vous l'avez dit, 2 ans de travail pour réaliser le film que nous avons vu dans cette émission des Badocs aujourd'hui. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #desbadocs. Nos invités pourront tout à fait d'ailleurs réagir à ce que seront vos réactions après la diffusion de ce film et de cet échange. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Les Badocs. Ça sera tout simplement avec son documentaire et son débat. À très bientôt.